Alors Francine va, je crois, continuer avec un exemple encore plus concret pour vous, puisqu'elle va vous montrer le film. Je vais juste expliquer quelques mots Voilà. avant. Ouais. D'accord. Voilà, je vais vous parler d'un autre destin, de quelqu'un qui est vivant, Albert Barbout. Donc c'est quelqu'un qui est né en 1933, qui a 85 ans, qui est venu témoigner donc il y a quelques mois, je crois 1 an pratiquement maintenant, à la fondation Claude Lévy Enfants Juifs Cachés, de son enfance en tant qu'enfant caché, mais un trajet tout à fait particulier. Alors je vais vous donner quelques éléments avant de montrer le film, parce que le film ne montre que ce qu'il a dit, mais je vais vous l'introduire de façon plus large, parce que son histoire d'enfant caché est plus large que ce qu'il a raconté dans le film. Donc Albert est un enfant qui est né en France, de parents turcs. Alors il faut savoir qu'avant la guerre, entre 29 et 30, les Turcs avaient un service militaire en Turquie de 7 ans. Les Turcs qui avaient beaucoup d'argent, non juifs, donc musulmans, pouvaient éviter de faire ce service militaire en finançant, en payant et en donnant quelqu'un à leur place. Et les juifs, c'était pas possible. Et les 7 ans de service militaire étaient très durs. Alors le père d'Albert Barbout a quitté la Turquie à ce moment-là, laissant celle qui deviendra sa femme là-bas et la faisant venir un petit peu après en France. Et il est venu en France sans rien, comme ça, du jour au lendemain. En se présentant, on lui avait dit qu'à Paris, il y avait un café, un endroit où il devait aller. C'était un café où il y avait d'autres Turcs. Donc il est arrivé là-bas, il a commencé à bossouiller à droite, à gauche, et puis il a fait venir sa femme, enfin celle qui est devenue sa femme. Et puis en 1933 est né son fils, Albert. En 1934, son deuxième fils, Nisso. Et en 1937, son troisième fils, Jojo. Donc c'était 3 frères qui étaient là, en France, dans des conditions assez difficiles, mais bon, à Paris. Son père, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, a voulu s'engager dans l'armée française. Et en fait, l'armée française l'a refusé parce qu'il était pas français. Donc il a été engagé dans les brigades juives, qui étaient une troupe juive. Et les apatrides, la France n'a pas voulu les enrôler. En 1939, donc sa mère est seule avec les 3 enfants. Et comme elle ne peut pas s'en occuper, elle le place dans une famille de paysans. Donc c'est la première position où il est placé, dont il ne parlera pas dans le film, mais c'est pour ça que je voulais le relater. Là, il est très très maltraité. Un des enfants de la famille le prend comme souffre-douleur, l'accuse de vol alors qu'il n'a pas volé. Enfin bon, il est très maltraité. Au bout d'un moment, son père, il y a l'exode, son père donc quitte les brigades juives, et du coup, comme il est démobilisé, la mère récupère son fils, donc Albert revient chez ses parents. Son père tombe malade et décède des suites, des conditions de la guerre. Donc il décède en 1941. Et en 1942, en France, il y a les lois anti-juives qui sont là. Albert porte l'étoile juive, l'étoile jaune, et subit toutes les restrictions appliquées aux juifs. On parlait tout à l'heure du Veldiv, donc c'est ce moment où il y a eu des juifs parisiens qui ont été enfermés dans le Veldiv, donc c'était la grande rafle du 16 et 17 juillet 1942, 8160 juifs, donc 4115 enfants ont été à ce moment-là envoyés dans le Veldiv. En août 1942, la maman replace lui et son frère, donc les 2 grands, elle les replace dans une autre famille d'accueil. Et elle garde le plus petit. Il part dans 2 familles d'accueil dans un village qui s'appelle La Selle-sur-Loire. C'est ça dont il va parler dans l'interview. Là, il ne porte plus l'étoile. Il garde son nom, mais il ne doit pas dire qu'il est juif. Lui, il le sait qu'il est juif, contrairement à M. Lévy, qui, pour lui, ne savait pas de réalité. Lui, il le savait. Et là, il est comme M. Lévy, il est très bien pendant qu'il est placé. Il dit il leur manquait rien, vous allez l'entendre dans le film, il leur manquait rien, ils avaient de quoi manger, ils faisaient le pain, il y avait le cochon qu'on tuait, donc comme il disait pas qu'il était juif, il vivait au même rythme que tout le monde. Il allait au catéchisme, il a d'ailleurs pas compris pourquoi il pouvait pas faire la première communion, parce que lui, il savait pas pourquoi, lui, il était privé de ça, tout le monde avait la fête, mais pas lui.
Et il est resté dans cette famille donc pendant toute cette période. Et après la guerre, il a voulu leur obtenir une médaille des Justes. Et comme ce que M. Lévy disait tout à l'heure, il n'a pas pu l'obtenir parce que cette famille était payée par une association juive pour le garder. Donc comme elle le faisait, elle s'est très très bien comportée, mais elle était financée, du coup elle ne l'a pas obtenu. En 44, 20 mars 44, sa mère est arrêtée à Paris et envoyée à Drancy. Et là démarre une histoire particulière. Donc à Drancy, cette femme, elle a turque d'origine, qui n'a jamais été reconnue française, avait fait mettre le nom de ses 3 enfants sur son passeport turc. La Turquie, pendant la Première Guerre mondiale, était alliée des Allemands, et par contre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle est restée neutre. Ce qui fait que les Juifs n'ont pas été gardés et déportés en France, les Juifs turcs, mais ils ont été renvoyés en Turquie. Et c'est ce périple aussi que va raconter Albert Barbout, de ce train qui est parti plein de Juifs. Donc je crois qu'il y avait 166 Juifs d'origine turque, et qui sont repartis sur Istanbul. Alors je vais vous montrer le film, puis je vous expliquerai la suite de son histoire, parce que l'histoire, elle ne s'est pas arrêtée là. Je m'appelle Albert Barbout, je suis juif. Je commence toujours comme ça met les choses au clair. Des fois je fais des témoignages auprès des établissements scolaires et la première chose que je dis, je suis juif, comme ça met, tout le monde sait à qui ils ont affaire. Donc je suis né à Paris en 1933 et donc au moment de la déclaration de guerre, il faut vous dire d'abord que mes parents étaient originaires de Turquie. Mon père avait quitté la Turquie dans les années 20 au moment de faire son service militaire, parce qu'il faut savoir qu'en Turquie, le service militaire était d'une durée de 7 ans. Donc les Turcs en général, musulmans, avaient le droit de prendre quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de moyens pour aller faire le service militaire à leur place, moyennant quoi la personne qui était riche s'occupait de subvenir aux besoins de toute la famille. Les Juifs n'avaient pas ce droit. Les Juifs devaient faire 7 ans de service militaire. Si bien qu'au moment d'arriver à peu près à l'âge du service militaire, beaucoup de Juifs quittaient la Turquie. C'est ce qui est arrivé avec mon père, qui donc clandestinement a quitté la Turquie, est arrivé naturellement en France, qui était le pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, et donc est arrivé dans le 11e arrondissement à Paris où se retrouvaient tous ces Juifs qui venaient de Turquie. Et naturellement, il n'avait plus sa nationalité turque, il était devenu apatride, puisqu'il n'avait pas fait son service militaire, et il n'était pas français. Les événements arrivent, mon père a voulu s'engager dans l'armée, on ne l'a pas pris parce qu'il était apatride, et il s'est engagé dans les brigades juives. La drôle de guerre a duré ce qu'elle a duré, il est démobilisé, il rentre à Paris, et je ne sais pas, il avait dû attraper une maladie quelconque, il y décède quelques mois après à l'hôpital Rothschild. Et ma mère se retrouve donc seule,
avec les 3 enfants. Il faut savoir que les restrictions, les ordonnances sur le statut des Juifs qui commencent dès l'arrivée de Pétain au pouvoir font qu'elle n'a plus le droit de commercer. Alors, elle a de la marchandise qui appartenait à mon père, qui était marchand forain. Il vendait du blanc sur les marchés. Elle va se débrouiller pour donner une paire de draps ou des serviettes en échange de 6 œufs, etc. pour pouvoir... Mais bon, c'est difficile. Elle fait la connaissance d'une dame qui lui dit tu devrais au moins te séparer d'un de tes enfants. On était 3. Le second avait 15 mois de moins que moi. Il était né en 34, au mois de septembre. Et Jojo, le plus jeune, était né en 37. Il avait 4 ans. Donc moi, elle me place à l'assistance publique qui m'envoie à Auxerre, dans une famille de paysans. Je reste quelques mois là, j'étais pas bien, j'étais maltraité par le fils de ces paysans. Enfin, toujours est-il que ma mère me récupère début 41, quand l'exode se termine et que je rentre à Paris avec mes frères, et je vais à l'école communale comme tous les gosses. Et puis 42, statut des Juifs encore, obligation de porter l'étoile jaune avec l'inscription juif sur les vêtements. Je porte donc, à ce moment-là, en 1942, j'ai 9 ans, donc je porte l'étoile juive sur mes vêtements. Et je me rappelle avoir vu de mon balcon la queue des gens sur le boulevard Voltaire qui allaient se faire tamponner leur carte d'identité et acheter, je dis bien acheter, moyennant 3 tickets de textile pour avoir l'étoile jaune, 3 par personne, qu'on devait coudre sur les vêtements. Et de ce jour-là, je ne suis plus un petit garçon comme les autres. C'est fini. À l'école, on me montre du doigt. Je suis le sale juif. Je suis le sale youpin. Je suis le sale yourte. J'ai plus de copains. Alors je dis à ma mère, je veux plus aller à l'école. Elle me change d'école. Elle me met. J'étais à la rue Keller. Je vais à la rue au boulevard Parmentier. Puis c'est pareil. Et puis à la rue Godefroy-Cavagnac. Enfin, c'est toujours pareil. Ma mère va voir la directrice lui dit, écoutez madame, vous savez, bon, vous êtes juive, votre fils, vous devriez l'enlever de l'école, ça serait encore mieux pour tout le monde. Voilà la solution qu'avait trouvée la directrice. Et ma mère, à ce moment-là, il y a les rafles, les premières rafles des juifs du 11e arrondissement, où on rafle les apatrides. Elle pense qu'un jour ou l'autre, on va venir nous arrêter. Elle va revoir cette dame de l'assistance publique et elle dit, bon, au moins les 2 garçons, les 2 aînés, les 2 plus grands, essaye de me les garder. On part avec mon frère Lissot à l'assistance publique boulevard d'Enfer Rochereau à Paris. On reste quelques jours là et puis elle nous place, elle trouve deux fermes voisines l'une de l'autre dans la Nièvre, à côté d'un petit village qui s'appelle La Selle-sur-Loire. Et donc on arrive là, on a 2 fermes voisines. Madame Dionne, c'est une fermière âgée, une dame âgée avec un monsieur âgé. La première chose qu'elle fait, c'est de supprimer l'étoile jaune et de me dire, toi, tu ne parles plus, tu n'es plus juif, c'est fini, c'est terminé. Et je vais à l'école, au village, je passe prendre mon frère qui est à côté, le village se trouve à 3 km de la ferme. Le jeudi, comme tous les gamins, je vais au catéchisme. Dans le village, personne ne sait que je suis juif, si ce n'est la fermière et le curé. Parce qu'elle a prévenu le curé, parce que à ce moment-là, moi j'ai déjà 12 ans, je vais avoir 12 ans, 13 ans, c'est l'âge de la communion. Alors elle lui a dit, vous savez, le petit, il est juif, il n'est pas question qu'il fasse la communion. Alors le curé me dit, toi, tu ne fais pas ta communion. J'étais un peu vexé, mais je n'ai pas fait de communion. Et puis donc, ça se passe très bien, on mange. On n'a pas de rationnement à la ferme, il y a tout. Il y a le poulailler, il y a le clapier, on mange du lapin,
il y a le potager, il y a les légumes, elle fait le pain une fois par semaine, des grosses bûches de pain, elle achète le poivre et le sel. Hein. Je sais pas, elle achète rien, quoi. Hein. On a tout. Le jour où il y a un cochon, on tue le soir, tout le monde mange du cochon. Alors, c'est vrai qu'à Paris, avant la guerre, mes parents étaient cachers, parce qu'en Turquie, les Juifs mangeaient cachère, et donc la tradition a continué dans le 11e, on mangeait cachère. Et là, attends, si on te donne une belle tranche de jambon, comme tu claques du bec, bah, tu manges la tranche de jambon. Tout s'est passé très bien jusqu'au 23 mars 1944. Enfin, 2 jours avant, ma mère est arrêtée. À Paris, elle est avec mon petit frère Jojo, qui lui, elle l'a gardé, parce qu'il est trop petit. Elle est arrêtée et elle est naturellement, comme toutes les rafles, elle est envoyée à Drancy. Et ma mère, elle avait gardé sa nationalité turque, parce que mon père était venu comme apatride, mais ils étaient fiancés en Turquie. Quand il a eu son boulot, qu'il a eu son appartement, qu'il travaillait, qu'il était bien, il a fait venir sa fiancée et ils se sont mariés dans le 11e arrondissement à la mairie. Et c'est là où je suis né. Mais ma mère a gardé sa nationalité turque parce que, d'abord en Turquie, elle avait son père, sa mère, elle avait ses frères, ses sœurs, et elle n'avait pas de problème avec le service militaire. Elle est arrêtée le 22 mars 1944, à Drancy avec Jojo, et elle sort son passeport turc, elle dit voilà, moi je suis turc, je veux rentrer chez moi en Turquie. Et sur le passeport, il y a la photo des 3 enfants. Alors on lui demande, mais où sont vos autres enfants? Elle est obligée de dire où nous étions. Et donc ce sont les gendarmes français qui viennent nous chercher dans la Nièvre. Ils viennent, c'était un jour où j'avais pas classe, ils demandent à Madame Dionne, le petit barboute. Il m'attrape, c'est toi le petit barboute, viens, et il me met les menottes. En 1944, j'ai 11 ans. Alors, Madame Dionne, elle dit, mais comment vous mettez les menottes à un enfant de 11 ans? Madame, estimez-vous heureux que je ne vous passe pas les menottes à vous aussi? Et mon frère et moi, on se retrouve dans le train avec ces gendarmes et on arrive à Drancy. Mais nous, on n'est pas mécontents, en définitive. On va retrouver notre mère, on ne l'a pas vue depuis 3 ans. Hein, on n'est pas... on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui arrive. Et on arrive à Drancy, et on retrouve là-bas ma mère et mon frère Jojo. On est 4. À Drancy, je pense que vous savez ce qu'était Drancy. Drancy, ce sont des HLM qui ne sont pas terminés. C'est des bâtiments en U, fermés devant par des barbelés. Il y a une cour au milieu, où les gens traînent, et puis il y a des escaliers. Et nous, on est affectés dans un escalier, comment vous dire, c'est l'escalier où on n'est pas déportable de suite. C'est-à-dire, c'est des escaliers où il y a des Turcs, où il y a des Cubains. Alors, les Turcs, ils ont un statut particulier. Pourquoi ? D'abord parce que la Turquie était l'allié des Allemands pendant la Première Guerre mondiale et que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient neutres. Ils ne sont pas alliés ni avec les Alliés, ni avec l'Allemagne. Et le gouvernement turc réclamait depuis janvier ses ressortissants, pas particulièrement les Juifs, demandait que tous les ressortissants turcs rentrent au pays. Et donc ma mère a eu beau jeu de dire, moi je veux rentrer chez moi. Donc on est là, on attend, on ne sait pas. Donc on va rester là du 23 mars jusqu'au 15 avril. On va monter dans des autobus, ces fameux autobus qui avaient rappelé les Juifs en 1942, et on va nous emmener à la gare de l'Est. Et à la gare de l'Est, il y a un train
de voyageurs, c'est pas les trains des... Les trains les wagons bestiaux. C'est pas les wagons bestiaux qui les c'est un train normal de voyageurs. Les Juifs, on est dans 2 wagons, je crois, 2 ou 3 wagons, j'en sais rien. On est 166. Alors j'ai la liste de ce convoi. C'est le 8e convoi, le 6e convoi, il y en a eu 8 qui vont partir avec des Juifs pour la Turquie. Il y a mon nom, là, voilà, avec 85 rue Sedaine, avec l'adresse où nous habitions. Et voilà un train qui va partir de Paris, qui va passer à Strasbourg, va traverser l'Allemagne en pleine guerre. Un train avec 166 Juifs, tranquilles, pas bombardés. Des fois, on s'arrête en pleine campagne, on va rester 3 heures, 4 heures, 5 heures, une journée. Et puis l'Autriche, on va arriver à Vienne. À Vienne, je racontais tout à l'heure à cette jolie demoiselle, dame là qui est là, qu'à Vienne, on est arrivé le matin très tôt, et le chef du convoi nous a dit le train repartira qu'à 5 heures. Et il y a une dame, une juive, avec ses 2 filles qui sont grandes comme elle, tu vois, 2 petites. Oh, c'est formidable, si on est à Vienne, il faut que je fasse visiter le Prater à ma fille. Et le chef du convoi lui dit, madame, ici vous êtes en Allemagne, c'est l'Autriche, mais c'est l'Allemagne. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, vous n'avez pas de papier, vous n'avez rien, si on vous arrête, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mais non, mais c'est peut-être la seule occasion qu'elles aient de visiter le Prater, on va au Prater. Elle est revenue, elle est partie. Et à 4 heures de l'après-midi, elle est revenue, toute joyeuse, ils avaient visité le Prater. Et voilà, et le voyage continue, on s'arrête, on repart. Alors manger, nous on n'a rien. Par contre, dans les 166 juifs, là, il n'y a pas que des juifs qui sont sortis de Drancy. Il y a d'autres juifs qui ont de l'argent. Et puis il y a le chef du convoi. Alors de temps en temps, ils s'arrêtent, je ne sais pas, quand le train s'arrête, ils achètent d'abord. Enfin, toujours, on n'a pas manqué, on n'a pas eu faim, quoi, hein. Et puis on va continuer le voyage. Et je vous raconte ce voyage parce que ce voyage, ça a été quelque chose de très marquant. Et on arrive un jour à Sofia. C'est une ville qui a été bombardée, mais c'est un tas de ruines. Et naturellement, la voie, elle est coupée. Le train, il ne peut pas aller plus loin, il n'y a plus de rail, il n'y a plus rien. Alors, je ne sais pas, ils ont discuté. Ma mère, elle fait une crise d'asthme épouvantable. À côté de la gare, il y a un médecin qui lui donne une pompe parce qu'elle a été asthmatique. Et on monte dans des camions. Et donc on arrive dans une autre gare. Et là, le chef de gare de cette nouvelle gare nous dit « Vous ne pouvez pas rester là parce que la gare va être bombardée. » Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y avait des trains de bestiaux, des wagons à bestiaux. Tout le monde monte dans les trains à bestiaux et ce train s'en va. Et ma mère dit non, moi j'ai une crise d'asthme. S'il est bombardé, ben, je vais mourir ici, je reste ici. Et on reste tous les 4 dans la salle d'attente, les lumières éteintes, plus personne dans la gare et on reste là. Et il y a les sirènes, il y a le bombardement, la gare est épargnée. Et au petit matin, arrive un train de voyageurs avec tous les gens qui étaient partis dans les wagons à bestiaux qui sont dedans. Ils viennent nous chercher. Et le train repart et on arrive à la frontière turque où il faut changer de train parce que les rails ne sont plus de la même dimension, enfin je ne vous dis pas. On reprend un train turc avec les banquettes en bois et on arrive à Istanbul. Je me suis retrouvé au château de Montbuisson, à l'orphelinat Rothschild. C'est que quand nous sommes rentrés de Turquie, ma mère avait contracté la tuberculose comme Pierrot, et donc elle est rentrée en sanatorium, et nous sommes retrouvés donc à l'orphelinat. J'avais 13 ans à ce moment-là, il y avait des enfants de tous âges, la plupart étaient des enfants de déportés, et les plus grands, moi j'avais 13 ans donc en 1946, s'occupaient des plus petits. C'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper de celui-là, qui avait le lit à côté de moi, à côté du mien.
ce que je voulais dire, c'est que la plupart de ces enfants qui étaient là, la majorité, revenaient de Suisse, où ils avaient été cachés par l'intermédiaire de l'OSE ou des filières organisées par les éclaireurs israélites de France. Ensuite, il y avait la filière du dispensaire Amelot à Paris, et donc on s'est retrouvés à l'orphelinat où je suis resté jusqu'en 1951, où on m'a foutu à la porte parce que on m'a dit bon maintenant tu es grand, tu peux te démerder tout seul, donc tu t'en vas de là, et je suis parti. J'ai eu différents, j'ai un peu fait la galère, j'ai fait un peu tous les métiers, j'ai travaillé au Sentier à Paris, tout ça, et je me suis retrouvé en 53 à Marseille, chez une cousine éloignée de ma mère, et donc j'ai fait toute ma vie à Marseille. J'ai commencé quand s'est créé l'amicale des déportés d'Auschwitz à Marseille. J'ai dit il faut que j'adhère là-bas. J'ai donc adhéré à l'amicale qui se réunissait une fois par mois. Puis je suis devenu le secrétaire général de l'amicale. Et un jour, ce gars-là est venu à l'amicale et il m'a écouté, et la présidente de l'amicale, qui est une ancienne déportée qui s'appelle Denise Toros-Martin, a parlé, elle a fait son speech, et puis après elle a dit je vais donner la parole à Albert Barbout. Et lui, il m'a regardé en face, puis à la fin de l'intervention, il est venu me voir, il me dit mais vous êtes Marseillais? Je lui ai dit non, je suis parisien. Il m'a dit mais vous étiez... J'ai dit après la guerre, j'étais dans la région parisienne. Il me dit à Pontoise, je lui dis à côté de Pontoise. Il me dit à Saint-Ouen-l'Aumône, je lui dis oui, au château de Maubuisson, oui. Il me dit je suis Pierre Drahi. Je lui dis Pierre Drahi, je ne connais pas. Puis il me dit Pierrot. Et voilà, c'était lui, Pierrot. Pierrot, sûrement, ça m'a interpellé parce que c'était le minot, le gamin de 5 ans dont je m'occupais à l'orphelinat. Et je l'ai retrouvé donc 70 ans après. Après, quand on est passé à la télévision, parce qu'il a présenté son livre à l'émission de Sophie Davant, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit « Mais vous ne l'avez pas reconnu ?» J'ai dit « J'ai laissé un gamin de 5 ans, je retrouve un vieux de 75 ans, et vous voulez que je le reconnaisse ?»